Comment réussir à baisser la garde de tes interlocuteurs? Comment tirer le maximum de tes relations comme un virtuose du réseau sans passer pour un faux cul? Dans ce 12e épisode, on va aller dans le dur, mettons nos idées préconçues de côté pour étudier une loi qui ne fera pas l'unanimité. Utilise ton honnêteté et ta générosité comme une arme. Ce que nous explique Robert Greene dans sa 12e loi du pouvoir, c'est la puissance des cadeaux et leur impact même sur les esprits les plus puissants. On parlera notamment du cheval de Troie, l'exemple le plus connu de toute l'histoire, et de cas bien plus récents qui pourront t'inspirer pour toi-même utiliser cet outil. En tout cas, bienvenue dans ce 12e épisode. Ici Lucien Roy et c'est un plaisir de te recevoir dans Pouvoir et Influence, le podcast du dimanche à 10h30 qui dévoile les plus grandes stratégies d'influence et surtout comment t'en servir pour devenir plus impactant et aller au bout de tes ambitions en maîtrisant les dynamiques sociales. On va commencer par une première très grande partie sur laquelle on va parler d'attaque, sur laquelle je vais t'expliquer comment manier l'arme de la générosité et de l'honnêteté. On commencera par les techniques que je trouve les plus éthiques et puis ensuite on partira dans le plus borderline, voire même carrément l'arnaque. On terminera par ça et je t'expliquerai un petit peu tout ça et le but c'est aussi que tu puisses t'en défendre. Et justement dans la suite de ce podcast, on verra comment protéger ta réputation quand tu te sers de ça parce que tu imagines bien que la réputation de faux cul, de manipulateur, c'est pas terrible à avoir sur le dos. Et ensuite, à la toute fin, on verra comment te défendre contre ceux qui voudront utiliser ces méthodes contre toi. Commençons tout de suite avec la toute première partie, comment passer à l'offensive avec l'honnêteté et la générosité. La première précision que j'ai à te donner, c'est bien sûr la sincérité perçue de ton geste. On doit avoir l'impression que c'est honnête, que c'est sincère, que ça part du cœur. Sinon, tu seras immédiatement suspect, et tu le sais comme moi, quand on rencontre quelqu'un qui nous semble un petit peu louche, qui semble un petit peu manipulateur, ça a l'effet complètement inverse. Au lieu de s'ouvrir, on se ferme comme un coquillage, et notre esprit ne sera plus disposé à écouter cette personne qui nous semble un petit peu bizarre. Donc maintenant, on va directement rentrer dans les techniques, je crois qu'il y en a 7 ou 8, et on va partir de la plus éthique à la plus limite. La première méthode, c'est de créer des relations fortes. Là-dessus, pas de secret, quand tu as des bonnes amitiés, quand tu as des relations professionnelles qui sont fortes, quand même tu as des relations amoureuses qui sont fortes, il y a certaines caractéristiques communes qui font qu'on s'entend bien, qui font qu'on est fait pour aller ensemble et qu'on va pouvoir aller plus loin que tout seul. Parce que tu le sais, on dit souvent qu'on va plus loin quand on est à plusieurs que quand on est tout seul, mais ça a une limite. Et cette limite, c'est le lien qu'il y a entre les personnes. Parce que si le lien est mauvais, évidemment, en groupe, on va encore moins loin que tout seul. Parce que les conflits, tu le sais comme moi, amènent plutôt du ralentissement que de l'accélération. Et donc, je pense que le point commun des relations les plus fortes, le point commun le plus global, c'est que chacun répond aux besoins des autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as besoin de validation, les personnes qui sont autour de toi t'en donnent. Si tu as besoin d'aide pour ton déménagement, les personnes autour de toi vont venir t'aider. Et c'est ça l'essence de cette loi, c'est ça l'essence de cette générosité, c'est que finalement, on veut essayer de recréer des relations fortes, même avec des gens qu'on connaît un petit peu moins. Et donc c'est là-dessus que je veux vraiment insister, parce que sinon, tu risques de te retrouver dans une situation où tu utilises cette loi de manière un petit peu maladroite. L'idée, c'est bien de répliquer une amitié forte, une relation soudée. Mais on ne peut pas le faire avec tout le monde. On ne peut pas avoir 150 amis proches parce que sinon, tu n'as plus de soirée, tu n'as plus de journée, tu n'as pas le temps de voir tout le monde et d'entretenir des relations avec toutes ces personnes. Et donc le but de cette loi, c'est bien de faire en sorte que tu aies le même effet que les relations fortes avec des gens que tu vois un petit peu moins, peut-être que tu apprécies moins aussi. On verra ça dans la suite. Le second principe, c'est de donner avant de recevoir. Ça, c'est extrêmement connu et je pense que tu l'as déjà remarqué dans plein de contextes différents. Le premier contexte, c'est bien sûr l'échantillon gratuit de fromage qu'on te donne au supermarché pour te proposer d'acheter ce fromage. Ça marche aussi sur les marchés où ils te donnent un bout de fruit et disent tiens regarde c'est trop bon et après du coup tu te sens un petit peu obligé d'acheter derrière. Ça, c'est extrêmement puissant et c'est également le cas dans les podcasts ou dans les vidéos YouTube. Finalement, on donne avant de recevoir. Et je tiens à t'avertir parce que souvent on dit ouais non mais attends, c'est de la manipulation, il va donner un bout de fromage et on se calme, on se détend. Finalement, l'idée derrière tout ça, c'est pas de manipuler les gens, c'est d'augmenter son pouvoir. Je vais prendre l'exemple particulier des vidéos YouTube et tu vas tout de suite comprendre de quoi je veux parler.
quand tu crées des vidéos YouTube, quand tu apportes quelque chose aux gens de nouveau, qui les aide, qui leur permet de réussir des choses, ils ont une attache émotionnelle qui se construit avec toi. Ils ont aussi une confiance qui se construit. Et je suppose que si tu es ici en train de m'écouter, c'est que tu as quand même confiance dans ce que je vais te dire et que tu te dis pas, Lucien, il va me dire que des conneries. Et du coup, parce que sinon tu m'écouterais tout simplement pas, ça ne vaudrait pas le coup pour toi. Et en fait, ce que je crée en donnant avant de recevoir, c'est un lien de confiance et c'est quelque chose qui va me permettre d'accomplir des choses plus tard. Par exemple, on a vu de nombreux youtubeurs qui ont lancé un livre. Sans leur audience, jamais ils n'auraient pu faire ça. On voit aussi que plus tu as une audience qui grandit, plus tu peux trouver des partenaires intéressants, plus tu peux trouver des nouvelles personnes avec qui tu vas pouvoir échanger et gagner encore plus de notoriété. Et aussi de crédibilité, parce qu'évidemment quand tu t'associes à certaines personnes, on l'a vu dans les précédents épisodes de Pouvoir et Influence, quand tu t'associes avec les autres, tu prends un petit morceau de leur crédibilité et eux prennent un petit bout de la tienne. Comme ça fait un échange qui normalement propulse tout le monde vers le haut. Et maintenant, peut-être que tu te demandes comment est-ce que moi je peux faire pour m'approprier cette technique de donner avant de recevoir. Il y a plein de manières de faire et je vais d'abord te parler de celle qui devrait être la plus évidente mais qui bien souvent est oubliée parce qu'elle nous semble justement trop simple et donc ça ne vaut pas le coup de l'utiliser. Cette méthode, c'est d'écouter les gens qui sont autour de toi parce que ça nous rend très sympathique. Je crois que c'est dans le livre Pouvoir et Influence, excuse-moi, dans le livre Influence et Manipulation de Robert Cialdini où il parle de comment est-ce qu'on fait pour écouter une personne et la valoriser finalement. Et quand tu écoutes une personne, tu lui donnes quelque chose qui est rare, c'est un cadeau et c'est ton écoute à toi. Tu remarqueras que dans de nombreuses conversations, les gens ne savent pas écoutez. Les conversations habituelles, c'est une personne dit « Ouais, je suis allé au ski » et puis l'autre lui répond « Ah oui, moi aussi, la dernière fois que je suis allé au ski, blablabla. » En fait, tu utilises la petite phrase de l'autre pour parler de toi, ce qui est complètement insupportable. Et je pense que maintenant que je te l'ai dit, écoute bien les conversations qui sont autour de toi, que ce soit en famille, avec tes collègues, avec des amis. Et tu vas remarquer que bien souvent, on a juste envie de parler de nous et les autres, on s'en fout éperdument. Et c'est bien la preuve, c'est ces remarques intempestives. Alors que simplement, si quelqu'un te dit « je suis allé au ski », tu pourrais lui dire « tiens, mais comment s'est passée ta semaine? Qu'est-ce que t'as aimé? Est-ce qu'il y avait de la bonne neige? Est-ce que t'as fait des bonhommes de neige ?» Tu vois, là, c'est des questions qui sont sincères, des questions qui sont intéressées et qui commencent déjà à valoriser la personne. Et tu imagines bien que si tu as une envie brûlante de raconter tes vacances au ski, tu n'as pas envie qu'une personne vienne te voler la vedette en disant « ouais, alors moi, la dernière fois, j'ai fait de la motoneige, machin, tout ça. » En fait, on s'en fout. Toi, tu veux la parole et les autres, c'est pareil. Et donc quand tu leur fais cadeau de ton écoute, tu vas voir que les résultats sont assez étonnants. Et ce qui est particulièrement étonnant, c'est que moins tu parles, plus tu fais parler, et plus les gens te trouvent intéressant. Ils trouvent qu'ils ont eu une bonne conversation avec toi simplement parce qu'ils ont pu s'exprimer et pour une fois, on les a écoutés. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vois énormément grâce au coaching qui m'a permis de vraiment apprendre à écouter, apprendre à poser des questions, apprendre à me la boucler pour une fois. Et c'est vraiment pas quelque chose qui est facile. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le fait de ne pas parler est plus difficile que de faire ces petites remarques, de s'exprimer. Et ça, je vois souvent ce problème chez mes clients, que ce soit pour la communication en couple, que ce soit pour la communication avec leurs clients. Il y a bien souvent un petit problème d'écoute et c'est un super cadeau que tu peux faire à toutes les personnes qui sont autour de toi, simplement les écouter. Maintenant, je vais te donner d'autres exemples de cette loi de donner avant de recevoir. C'est des petits exemples un peu plus rapides sur lesquels j'ai pas envie de m'étaler trop longtemps. Le premier exemple, c'est le bistrot qui te met des chips ou qui te met des pop-corn sur la table en cadeau, entre guillemets, simplement parce que ça a été prouvé quand tu manges des chips salés, que t'en as que 2-3 sur la table, ça te donne faim et du coup tu as plus envie de manger après. Et donc finalement, c'est une manière de donner avant de recevoir. Il y a aussi autre chose, c'est les cartes de fidélité que tu as dans les magasins. C'est de la supposée générosité parce que, soi-disant, tu vas avoir des bons de réduction, je sais pas quoi, mais en fait le magasin récolte énormément de données grâce à ta carte de fidélité parce qu'à chaque fois il sait qu'est-ce que tu as acheté, qu'est-ce que tu vas acheter la prochaine fois, quelles sont tes habitudes, quelles sont les choses qu'il doit acheter pour mettre dans son magasin. Bref, ça lui donne plein d'informations et sous couvert de cette
pseudo-générosité de te donner 3 bons de réduction par an de 1 euro, il récolte beaucoup de données qui ont une valeur immense. Dernier exemple de tout ça, c'est à l'hôtel du Ritz à Paris. C'est donc un très très bel hôtel sur la place Vendôme, c'est le top du top de ce qui se fait en France et en particulier à Paris. Et ce que j'ai appris, c'est qu'en fait, quand tu vas dans le restaurant du Ritz plusieurs fois, au bout de quelques fois, les serveurs qui sont là-bas ont une serviette en tissu évidemment, qui est brodée à ton nom, et donc à chaque fois que tu viendras, tu auras ta serviette brodée à ton nom. Et tu vois, c'est toutes ces petites attentions, c'est toutes ces petites choses qui font qu'on a envie d'être avec les autres parce qu'ils prennent soin de nous, qui font la différence. Et là-dessus, c'est bien entendu la réciprocité. Quand quelqu'un te donne quelque chose, tu as envie de lui rendre la pareille. On en parlera bien plus en détail dans la partie 3, la partie sur comment te défendre de ces principes, et je t'expliquerai un petit peu plus en détail les mécanismes de cette réciprocité, comment tu peux en tirer avantage, et comment tu peux surtout éviter d'en être victime. La troisième partie, le troisième conseil que j'ai à te donner, c'est la force de la première impression. La première impression, on sait tous que c'est important, même si parfois on aimerait se voiler la face et se dire que non, finalement on a une deuxième chance. Le problème, c'est que tout se passe au niveau du cerveau et plusieurs biais se mettent en place dès l'instant où tu commences à voir une personne. Le premier biais, évidemment, c'est tous les stéréotypes que tu as bien ancré dans ton cerveau. Tu vois une personne en costard-cravate, tu te dis c'est un banquier. Tu vois une personne mal habillée, tu te dis oh là là, les jeunes, ils s'habillent plus comme avant, franchement c'est pas sérieux. Bref, tu as toujours des clichés qui rentrent dans ton cerveau et qui directement impactent la vision que tu as des autres. Et maintenant, je veux te parler surtout de 2 biais qui sont extrêmement importants et qui vont faire la différence quand tu fais une première impression. Ces 2 biais, c'est en premier l'effet de halo et en deuxième le biais de confirmation. Ils vont très bien ensemble. L'effet de halo, c'est quoi ? C'est que quand tu rencontres une personne qui te semble avoir des qualités attrayantes, tu lui attribues un tas d'autres qualités. Ça veut dire que si tu rencontres une magnifique femme dans un dîner, tu vas immédiatement penser qu'elle est généreuse, qu'elle est sympa, que tu vas passer une super soirée avec elle, qu'elle a plein d'amis hyper cool. Bref, simplement le fait de voir cette femme, tu n'as vu que sa beauté extérieure et directement tu supposes que elle a toutes ces belles qualités. Et de la même manière, ça marche aussi dans l'autre sens. Quand tu vois une personne qui directement te fait une mauvaise première impression, tu lui attribues tous les maux du monde. Tiens, bah lui, il doit avoir un couple pourri parce qu'il a l'air de pas trop prendre soin de lui. Voilà, tu vas avoir plein de clichés qui vont venir vers toi, plein d'idées préconçues qui vont faire en sorte de toujours dévaloriser la personne. Et ce qui va avoir un impact particulièrement important parce qu'il y a ensuite le biais de confirmation. Le biais de confirmation est très entremêlé avec l'effet de halo. Ça veut dire que tu cherches les informations qui confirment ce que tu penses déjà. Donc si tu penses qu'une personne a l'air géniale, dès qu'elle va faire une petite action, tu vas te dire waouh, ça prouve à quel point elle est géniale. Et au contraire, dès qu'elle va faire quelque chose de disgracieux ou qui ne te plaît pas, tu vas te dire ouais non mais ça va, c'est juste une fois, c'est pas vraiment elle, je ne pense pas qu'elle soit comme ça d'habitude. Donc tu vois que rien que ta première impression a un impact énorme parce que finalement c'est comme une sorte d'aiguillage qui va faire en sorte que tu vois tout le positif ou à l'inverse tout le négatif. Et donc toi, l'enjeu pour toi, c'est bien sûr de faire une bonne première impression. Et là, je veux te donner un exemple intéressant. C'est bien sûr le banquier qui est en costume. Et je pense que, je sais pas si tu connais l'agent immobilier qui s'appelle Ryan Serhant. Serhant, ça s'écrit S-E-R-H-A-N-T. C'est un agent immobilier qui travaille à New York, qui fait énormément de vidéos, qui est assez vantard on va dire, et qui est toujours tiré à 4 épingles. C'est impressionnant, il est toujours extrêmement bien habillé, des fois même de manière originale, et lui il parle toujours de cette importance de la première impression. Et ce que je veux te montrer par là, c'est que la première impression, il n'y a pas de règle universelle. Parce qu'évidemment, ce Ryan là, s'il va dans un milieu un petit peu hippie, les mecs vont tout de suite le trouver insupportable, tout simplement parce qu'il n'a pas les codes. Il est le méchant banquier capitaliste et il ne correspond pas à ces personnes. À l'inverse, il faudrait plutôt être en Sarwell, tu vois, pour bien t'intégrer. Et lui, Ryan Serhant, il se dit, avant de s'habiller, et toi aussi tu devrais te dire ça, qui est-ce que je veux toucher ?
Quand tu vends des appartements à plusieurs millions d'euros, les mecs un petit peu hippies du quartier, tu n'en as rien à faire parce que en théorie, statistiquement, c'est pas eux qui vont t'acheter les appartements, c'est des gens qui sont très fortunés, qui vont justement avoir l'habitude de côtoyer ce monde du business et qui vont être rassurés par une personne qui est en costume. Et donc là, voilà, ce que je veux te souligner dans ce dernier point, c'est que ta première impression est très importante, mais attention, elle dépend énormément de la cible que tu veux toucher. Si tu t'adresses à des enfants, le costard-cravate sera peut-être pas la meilleure option, peut-être que de déguiser en Batman sera mieux. Tu vois ce que je veux dire, il faut s'adapter au contexte. Le 4e conseil que j'ai à te donner dans cette partie, c'est de rester accessible. On en parlera bien plus en détail dans l'épisode 46 du podcast, c'est dans assez longtemps, mais peut-être qu'il sera sorti au moment où tu écoutes cet épisode. Et cet épisode 46, le titre c'est « Ne soyez pas trop parfait ». Et ça, c'est un principe de marketing qui est particulièrement important, c'est qu'il faut toujours parler des défauts du produit pour que l'autre nous croie. Il n'y a rien de pire qu'une personne qui essaye de nous survendre quelque chose, qui nous dit non mais c'est trop génial, qui nous dit uniquement des louanges de son produit et on se dit non mais attends, il y a un problème. Parce que en tant qu'humain, on sait que tout a des défauts, on sait qu'il y a toujours des compromis partout. Même l'objet le plus génial du monde, il aura un défaut, c'est peut-être qu'il sera extrêmement cher. Et ça, tu dois absolument en parler, parce que sinon on te prendra forcément pour quelqu'un de malhonnête, de manipulateur et qui cache les défauts. De la même manière, on parle de plus en plus de ce principe pour les êtres humains avec ce qu'on appelle la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est souvent ce qui nous permet de connecter avec les gens. Quand tu racontes la fois où tu as été ridiculisé devant ta classe de 5e parce que tu n'avais pas appris ta poésie, eh bien, il y a plein de gens qui se reconnaissent en toi, et même si ce n'est pas quelque chose d'extrêmement glorieux, tout d'un coup, on crée une connexion. Il y a plein d'autres manières de faire, et là, je t'ai parlé de quelque chose qui n'est pas très intime, mais il y a pas mal, c'est très très en vogue aux États-Unis notamment, de personnes qui, quand elles ont vécu un traumatisme, quand elles ont par exemple été abusées sexuellement, vont en parler, vont s'en servir pour à la fois toucher et puis aussi connecter avec les gens qui pourraient les suivre, qui pourraient devenir fans. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça va te permettre d'avoir une connexion humaine, même avec des gens que tu ne connais pas réellement. Le but finalement de cette vulnérabilité, c'est de montrer à chacun qu'on est humain, qu'on est pareil, qu'on a des points communs et qu'on peut avoir des émotions ensemble. Parce que ça, avoir des émotions avec les autres, forcément, ça soude. On dit souvent que les épreuves soudent les groupes et c'est un petit peu ça l'idée, sauf que c'est à l'échelle individuelle. Maintenant, le 5e point, c'est on rentre un petit peu plus dans la manipulation et ça va être de pire en pire au fil des points jusqu'au 7e ou 8e que j'ai à te donner. Le 5e point, c'est de partager des secrets pour en découvrir d'autres. Et bien sûr, tu partages des secrets qui ne sont pas importants, pas cruciaux, pour découvrir des secrets qui le sont bien plus. Et ça, c'est ce qu'on pourrait appeler de la fausse authenticité. C'est là où vraiment l'honnêteté devient une arme. Tu donnes l'impression que tu révèles le scoop de l'année pour que l'autre se sente redevable de toi et te donne lui aussi ses secrets, et alors qu'en fait, tu n'a rien révélé de très important. On en a parlé déjà dans l'épisode 3, dissimuler vos intentions, et je t'invite à le réécouter parce que c'est très important et j'ai pas envie de me réétaler sur des choses dont on a déjà parlé. 6e conseil, c'est le principe du bon flic, mauvais flic. Là, on rentre vraiment dans ce qu'on appelle la manipulation. Bon flic, mauvais flic, je vais pas t'expliquer exactement comment c'est, il y en a un qui est méchant et l'autre qui est gentil. Et du coup, par effet de contraste, évidemment, celui qui est gentil, on a envie d'être connecté à lui, on a envie on le trouve vachement gentil parce que forcément, en contraste avec l'autre qui nous gueule dessus et qui nous fout des baffes, on le trouve vachement sympa. Et du coup, ça devient une personne ressource. Si tu veux, tu crées la détresse chez la personne pour qu'elle ait besoin d'une ressource et tu lui donnes cette ressource pour pouvoir la manipuler. Tu peux aussi mettre ça en place chez toi. Maintenant, c'est pas forcément les techniques qui vont le mieux aller avec ta réputation parce qu'évidemment, dès que tu rentres dans de la manipulation comme ça plus frontale, c'est beaucoup plus risqué et puis après ton éthique personnelle peut aussi en prendre un coup. On arrive au 7e et dernier conseil de cette partie qui est le cheval de Troie. Et là, c'est vraiment l'idée de faire un réel cadeau empoisonné.
ça marche surtout à court terme. Ça marche au début des relations quand il n'y a pas encore de contrat. Ça marche quand on n'est pas vraiment hyper proche et que du coup on est un peu obligé de faire des faveurs sans avoir eu des faveurs avant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est un petit peu comme le principe de donner avant de recevoir. Souvent quand tu démarres dans une relation, tu n'écris pas de contrat, mais tu es généreux avec l'autre personne avec qui tu as envie de créer une relation. C'est un petit peu comme dans un couple, la première fois que tu rencontres la personne, tu ne te maries pas, tu ne mets rien sur le papier, et d'ailleurs tu n'es même pas en couple en fait la première fois que tu rencontres la personne, du coup il n'y a même pas de contrat tacite, il n'y a rien du tout. Et ça, même dans les relations business, ça marche très bien. C'est d'avoir une façade sympathique. Du coup, tu crées un effet de halo qui fait que la personne te trouve génial et vachement sympa. Et puis après, entuber les autres. Il y a pas mal ça dans le business, avec des personnes qui ne rendent pas des faveurs, par exemple, qu'elles avaient proposées, qu'elles avaient promises avant. Et ça, par contre, je t'invite vraiment à faire attention parce que ça se sait très rapidement. Il y a des réseaux de personnes qui se connaissent et dès que quelqu'un s'est fait arnaquer, la seule chose qu'il a envie de faire, c'est de défoncer celui qui l'a arnaqué et donc de parler à tout le monde de cette arnaque et de à quel point cette personne est une mauvaise personne. Je l'ai vécu il y a pas longtemps dans un petit groupe Facebook, voilà, je vais pas te donner les détails parce que c'est pas le but ici, mais quand une personne qui a une sorte d'image publique arnaque une autre personne qui a elle aussi une sorte d'image publique, ça se passe mal pour la personne qui arnaque. Et ce qui est marrant, c'est qu'on voit bien l'effet de halo, parce que quand le message a été posté, il y a des gens qui ont répondu « Oh, mais ça m'étonnerait de lui, il a l'air vachement sympa, tout ça », et là justement, bim, effet de halo. Donc la personne, en ayant cette réputation magnifique, c'est un petit peu protégée de ces accusations, mais malgré tout, dans mon estime, comme c'est des gens que j'estime particulièrement qui l'ont critiqué, je ne vais pas faire de business avec cette personne parce que je sais que elle n'est pas totalement honnête et elle n'est pas totalement dans mon intérêt, elle travaillera uniquement dans le sien. La conclusion de cette partie, pour utiliser l'honnêteté et la générosité comme des armes, c'est finalement de jouer sur la partie émotionnelle et l'ego des gens. C'est valoriser les personnes qui sont autour de toi, peut-être même un petit peu trop par rapport à ce que tu penses réellement, c'est leur donner un sentiment d'importance pour les ouvrir et les rendre plus vulnérables à tes charmes ou à toute autre technique que tu as envie de mettre en place. Avant de passer à la seconde partie de ce podcast, si tu as un ami qui aime les podcasts, parle-lui de pouvoir et influence autour d'un verre, ça nous aidera à donner plus de pouvoir à plus de personnes. Dans cette deuxième partie, je vais te parler des points de vigilance que tu dois absolument observer pour ne pas cabosser ta réputation en utilisant ta générosité et ton honnêteté comme des armes. T'as bien sûr l'épisode numéro 5 du podcast qui parle de la réputation dans tout l'épisode en entier, donc tu peux aller l'écouter. Mais là, on va aborder un autre angle qui est vraiment différent, et pour ça, je vais faire un détour par la rhétorique. La rhétorique, c'est quoi ? C'est un art de l'Antiquité qui est encore aujourd'hui extrêmement utile. On parle souvent d'art oratoire, de prise de parole en public, et c'était extrêmement important et très développé à l'Antiquité parce que simplement, tout se votait à l'Assemblée et chacun devait y défendre sa cause, et c'est pour ça que l'art oratoire s'est fortement développé, parce que si tu voulais avoir des droits, si tu voulais défendre tes biens, il fallait savoir s'exprimer, il fallait savoir se défendre ses idées et pouvoir convaincre les autres. Un des grands penseurs de la rhétorique, c'est Aristote. Et Aristote, justement, il nous parle de qu'est-ce qui est bien chez un orateur ? Qu'est-ce qui fait qu'on a une réputation, qu'on est crédible et que nos propos vont avoir de l'impact ? Et c'est justement là-dessus qu'on va se pencher, parce que c'est ça qui va particulièrement nous intéresser. Pour Aristote, il y a 3 composantes fondamentales chez un orateur. On parle de pathos, c'est l'émotion qu'il va transmettre au public, comment il va te faire vivre un voyage émotionnel. Et ensuite le logos, c'est la logique, c'est la solidité des arguments, c'est est-ce que l'audience croit dans ce que tu as dit, finalement c'est la crédibilité des propos eux-mêmes. Et ensuite le dernier point, celui qu'on va vraiment étudier et sur lequel on va s'attarder, c'est l'éthos. L'éthos, c'est quoi ? C'est la réputation de l'orateur. C'est de savoir, est-ce qu'on peut croire en lui ? Est-ce qu'on peut lui faire confiance ou pas ? Et ce qui nous intéresse dans Aristote, c'est qu'il a justement déterminé 3 critères qui font qu'on peut avoir confiance en un orateur. Et bien sûr, toi, ça va être le moment de chérir ces 3 critères et de faire attention à bien en prendre soin et de ne pas les écorner avec les petites méthodes de manipulation dont on a parlé. Le premier composant de l'éthos, c'est l'arrêté.
arrêter, c'est la passion. C'est la vertu et l'excellence que les autres peuvent voir. C'est finalement à quel point ils ont l'impression, donc c'est toujours une question de perception. J'étais beaucoup parlé dans les précédents épisodes de compétences perçues vs compétences réelles, et là on est vraiment dans la création de cette réputation, de cette perception que les autres ont de toi, qui soit vertueuse, positive et crédible. Donc retournons à ce point de la franchise, c'est finalement de montrer que tu es à fond dedans, que tu es un expert de ton sujet et que tu donnes de l'honnêteté, que tu donnes la réalité à l'audience. Et finalement, toi, ça peut se travailler de plein de manières différentes, mais c'est de montrer visuellement que tu es passionné, c'est d'avoir des intonations intéressantes, c'est d'avoir un langage corporel qui est congruent, ça très très important la congruence, parce que tu le remarques, si je te dis ouais je suis déprimé, forcément tu n'y crois pas, et encore tu ne vois pas mon langage corporel, donc ça ne t'aide pas à le décrypter, mais d'un coup tu te rends compte que je ne te dis pas, il y a une dissonance entre mon langage et les intonations, les mots que j'ai utilisés et l'intonation que j'ai employée, et donc là-dessus on veut de la congruence. Le point suivant après la passion, c'est la phronésis ou la phronésis. Je ne sais pas exactement comment ça se prononce, mais on n'est pas dans un cours de latin. Ce point-là, c'est le point du savoir. C'est est-ce que la personne que j'ai en face de moi dispose du savoir? Est-ce qu'elle connaît les règles? Est-ce qu'elle sait les adapter sur le terrain? Est-ce que c'est un sage? Finalement, c'est ça la vraie question. Et là, pour développer tout ça, c'est bien sûr la cohérence et la pertinence des solutions que tu vas proposer, mais aussi de ta personne. C'est-à-dire que si tu n'es pas très cohérent, si ce que tu proposes n'est jamais très pertinent, forcément, on va avoir une mauvaise image de toi, ta réputation sera écornée et tu pourras bien moins jouer sur les points dont on a déjà parlé dans cet épisode. Et le dernier composant de l'éthos selon Aristote, c'est ce que les Anglais appellent ça le goodwill. J'ai pas vraiment trouvé de traduction en français, mais c'est finalement le fait de vouloir du bien à l'audience. C'est le fait d'être complice et que les gens perçoivent que tu es motivé par leur intérêt à eux et pas uniquement par le tien. Et ça, c'est particulièrement important, en particulier quand tu veux utiliser ton honnêteté et ta générosité pour désarmer les autres. Donc maintenant, le point sur lequel je t'invite à vraiment faire attention, c'est la franchise, la pertinence et la complicité que tu as avec tes pairs. Parce que si c'est loupé, ton ethos en prendra un coup et tes mots n'auront plus jamais le même poids. J'en discutais très récemment avec un spécialiste de la vente et du marketing qui travaille à augmenter le chiffre d'affaires de ses clients, notamment en écrivant de la publicité, des pages de vente, des emails qui permettent à ses clients d'augmenter leur chiffre d'affaires. Et finalement, ce qu'il me disait, c'est que le fait d'écrire des belles pages, le fait d'être convaincant, le fait de réussir par les mots à faire changer d'avis les gens était une compétence utile, mais pas la compétence fondamentale, parce qu'il me confiait que finalement, si on n'a pas de personal branding, si on n'a pas une vraie réputation pour appuyer nos propos, on pourra être aussi convaincant qu'on voudra, jamais on aura vraiment un impact significatif. Et donc ce qui est à retenir, c'est que la réputation est extrêmement importante. Même si tu es extrêmement convaincant, que tu es extrêmement logique, que tu as un bon logos, ça ne passera pas si ton ethos n'est pas soigné, si on n'a pas confiance en toi. Et tout à l'heure, j'ai utilisé le mot un petit peu barbare de personal branding, mais pour toi, ça veut simplement dire ta réputation de manière privée. Qu'est-ce que les gens disent de toi quand tu n'es pas dans la pièce ? Juste avant de passer à la troisième et dernière partie de cet épisode, je veux te donner 2 alertes de coach. Ça sort un petit peu du cadre de l'épisode, mais j'ai absolument besoin de t'en parler parce que je me sentirais pas bien de te laisser avec ces informations sans te donner un petit avertissement. Le premier avertissement, c'est attention à ce que tes actions soient écologiques pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est vas-tu tenir ? Parce que avoir de la fausse honnêteté et de la fausse générosité, que ça paraisse sincère, c'est extrêmement épuisant. C'est un réel sacrifice. Et peut-être qu'à certains moments, tu vas culpabiliser parce que tu vas te dire « mais merde, je suis pas complètement honnête, je suis pas complètement congruent, je me sens pas bien ». Et donc tout ça, c'est des sacrifices. Et ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que ces sacrifices vont payer à la hauteur du prix qu'ils te coûtent. Parce que finalement, si tu es dans un environnement très toxique qui te veut du mal en permanence et que tu es en permanence sur la défensive, ça risque de te coûter très cher. Et si les gains ne sont pas significatifs, tu vas perdre beaucoup au change.
Et le deuxième point, la deuxième alerte de coach que je veux te donner, c'est attention à ne pas faire ça avec ta vie perso. Parce que là, ce dont on a parlé dans tout l'épisode jusqu'à maintenant, c'est de donner avec des attentes. C'est de donner quelque chose pour recevoir autre chose. C'est finalement d'utiliser la générosité pour tirer quelque chose des autres. Et ça, c'est pas quelque chose que je te recommande du tout dans ta vie perso. Dans ta vie perso, c'est complètement contre-indiqué de donner avec des attentes. Parce que donner avec des attentes, ce n'est pas donner. Donner, c'est sans rien attendre en retour. Si tu donnes avec des attentes, c'est du commerce. Et le commerce, je t'invite à le réserver à ta vie pro. Parce que dans ta vie perso, ça va te donner une vie malheureuse. Si tu donnes de l'amour pour qu'on te donne en retour et que finalement on ne t'en donne pas, tu vas finir déprimé en burn-out et on va te ramasser à la petite cuillère. Je connais un tas de coachs et il y a plein il y a vraiment de nombreux clients de ses amis qui ont justement précisément ce problème et rien ne va dans leur vie simplement parce qu'ils ont l'impression de tout donner pour les autres, de tout faire pour tout le monde, et que personne ne leur rend quelque chose, sauf qu'en fait ils n'ont pas compris une vérité fondamentale, c'est que donner c'est sans rien attendre en retour, et si tu attends quelque chose en retour, ce n'est pas un don. Et donc juste fais attention à ça dans ta vie perso. La manipulation, l'influence, c'est un jeu qui est amusant, c'est un jeu qui est stimulant, mais à des moments, c'est important aussi de pouvoir se reposer, d'être sincère avec des gens, d'avoir des connexions vraiment profondes, et ça, pour moi en tout cas, ça se vit dans la vie perso, et attention à ne pas jouer au jeu du pouvoir dans ta vie perso, parce que ça va te coûter extrêmement cher. Maintenant que cette alerte de coach est terminée, on peut passer à la troisième partie, qui est, à mon sens, une des plus intéressantes de ce podcast, c'est comment se défendre contre les personnes qui utilisent l'honnêteté et la générosité pour te désarmer. Avant de rentrer pleinement dans cette partie, je souhaite faire une mise au point essentielle parce qu'on va parler de biais cognitifs. Les biais cognitifs, ce sont comme des illusions d'optique, sauf que c'est pour d'autres sens que la vision. Et donc, même si on sait, on se trompe toujours. Je sais pas si tu as déjà vu des illusions d'optique, genre les deux tables qui n'ont pas du tout l'air de la même taille, alors qu'en fait elles sont de la même taille. Il y a plein d'illusions comme ça. Et en fait le problème c'est que même si tu sais que les deux tables sont de la même taille, tes yeux les voient toujours d'une taille différente. Et c'est comme ça que je résume toujours les biais cognitifs et les illusions d'optique. C'est savoir ne suffit pas pour ne plus se faire avoir. Ça veut dire que même si tu as la connaissance théorique de ces tables sont vraiment de la même taille, ton cerveau ne les verra jamais de la même taille. Ça veut dire qu'il faut reconnaître nos limites, il faut en être conscient et il faut surtout y faire attention. Parce que ce que je veux te dire, et ce que je veux vraiment te préciser, c'est que peut-être que tu vas trouver ça génial de connaître les biais cognitifs et de dire que c'est super, parce que du coup tu vas pouvoir t'en défendre, mais attention, gardons de l'humilité. J'ai moi-même étudié les biais cognitifs depuis des années, et malgré tout, je continue à me faire avoir. Ce qui compte, c'est que, évidemment, je m'en rends compte, évidemment, c'est un petit peu moins qu'avant, évidemment, je progresse, mais ces biais cognitifs resteront toujours là, et il n'y a pas moyen de s'en débarrasser. Tant que tu as un cerveau et que tu es un être humain, tu ne peux pas te débarrasser de ces biais cognitifs, donc garde bien en tête que savoir c'est bien, mais ça ne suffit pas pour ne pas te faire avoir. Comme promis plus tôt dans le podcast, on va parler bien sûr du principe de réciprocité. Le principe de réciprocité, c'est un principe extrêmement important dans notre société parce qu'il maintient la cohésion sociale et qu'il a bien sûr aidé à notre évolution d'être humain. Parce que finalement, le principe de réciprocité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand je te rends un service, tu veux aussi me rendre un service. Ça évite finalement qu'il y ait des profiteurs qui demandent des services à tout le monde et qui ne donnent rien en retour, qui ne contribuent pas en retour à la société. C'est exactement le problème et c'est exactement ce qui scandalise les gens dans l'évasion fiscale. C'est-à-dire que la personne tire des bénéfices de la France, mais ne paye pas sa part. C'est pour ça que les GAFA ont des problèmes avec l'Union européenne, c'est parce qu'ils ne payent pas leur part. C'est le problème du passager clandestin. Et donc, comme ce principe de réciprocité est très ancré depuis le départ de notre évolution et qui nous a permis de devenir ce qu'on est aujourd'hui, c'est un excellent outil de manipulation. Parce que simplement, c'est au plus profond de nous et on ne se rend même pas compte qu'il est à l'œuvre. Je vais te donner un petit exemple. Quand tu es sur le marché et qu'on te donne un échantillon de saucisson, ça devient 1000 fois plus dur de ne pas acheter du saucisson à cette personne formidable qui vient de te donner une petite rondelle. Et au final, c'est un moment où c'est pas grave. Je veux dire, un saucisson,
même s'il est hors de prix, ça va pas te ruiner, ça va pas te tuer, il y a rien qui va vraiment se passer de très grave pour toi. Par contre, ça peut avoir des conséquences un petit peu plus graves dans d'autres domaines. Par exemple, une femme qui se sent redevable de l'homme qui l'a invitée à boire un verre. Ou ça peut être vous qui signez un gros contrat avec une personne qui vient de vous faire une toute petite faveur et du coup vous dites il a l'air vachement sympa, je vais même pas analyser la concurrence et je vais directement signer avec lui, ce qui fait que peut-être tu vas payer beaucoup trop cher ce que tu viens d'acheter. Je t'ai donné que 2 exemples, on pourrait en prendre plein d'autres, mais bon, l'idée n'est pas non plus de faire une tartine d'exemples, je veux surtout te dire comment y résister. Comment y résister ? C'est très simple, je te l'ai dit, on ne peut pas y résister. Par contre, on peut changer le cadre et on peut réinterpréter la situation pour nous permettre de nous en sortir. Je veux revenir sur la définition de ce que c'est donner. Donner, vraiment donner, le vrai don, c'est sans rien attendre en retour. Donner avec des attentes, c'est donc de la manipulation. La manipulation n'est pas de la générosité, ce n'est pas un don, et donc tu n'es pas obligé par le principe de réciprocité. Si je te donne quelque chose pour avoir quelque chose en retour, ce n'est pas de la générosité, c'est simplement de la manipulation. Et c'est là, et c'est comme ça, c'est en modifiant le cadre de l'échange que tu vas pouvoir te défendre de ce biais en te disant « Non mais attends, là il m'a donné ça, mais c'était pas pour être sympa. Il m'a donné ça pour que moi je fasse quelque chose pour lui. Donc ce n'est pas de la gentillesse, ce n'est pas de la générosité, je n'ai pas besoin de faire quelque chose en retour pour lui. Il a essayé de jouer au jeu de la manipulation, et en l'occurrence, il a perdu parce que je ne vais pas lui acheter son saucisson. Donc ne cherche pas à lutter frontalement contre ce biais, cherche simplement à voir si la situation est vraiment une situation de vraie générosité, de vrai don, ou si c'est une situation de manipulation. Les autres biais dont je t'ai parlé plus tôt et qui sont également extrêmement durs à éviter, c'est l'effet de halo et le biais de confirmation. Là-dessus, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de cadre à changer comme on peut le faire sur la fausse générosité qui est quand même relativement simple même si en pratique ça l'est un petit peu moins. Le biais de confirmation, la seule manière d'essayer que ça nous coûte le moins cher possible, c'est d'avoir une discipline. C'est qu'au lieu de chercher les points qui confirment sans arrêt nos opinions, chercher les points qui infirment ce qu'on pense déjà. Et ça, c'est extrêmement difficile parce que dès qu'on a une conviction, on a forcément envie de la valider. C'est ce que nous explique Daniel Kahneman dans le livre Système 1, Système 2. Dès que tu penses quelque chose, c'est beaucoup moins coûteux pour toi de chercher ce qui va le confirmer que de chercher ce qui va l'invalider. Et c'est un effort mental qui est très intense, mais très nécessaire de chercher pourquoi ça marcherait pas. C'est comme tu te lances dans un projet d'envergure pour ton entreprise, au lieu de voir tous les signes qui font que peut-être ça pourrait marcher, regarde tous les signes qui font que peut-être ça ne pourra pas marcher. Et c'est en confrontant ces 2 points, ces 2 polarités que tu pourras vraiment savoir si c'est bon ou si c'est pas bon. Et c'est que comme ça que tu vas avoir un vrai point de vue objectif et que tu vas arrêter de chercher uniquement ce qui confirme. Parce qu'évidemment, tu peux toujours trouver 1000 signes positifs, mais il ne faut pas se bander les yeux pour arrêter de voir les 1000 signes négatifs qui contrebalancent l'équation. Et mon dernier point avant de passer à cette conclusion, qui pourrait d'ailleurs faire office de conclusion, je le remarque maintenant, c'est que tu dois observer une discipline, c'est toujours avoir ta fin et la fin de ton interlocuteur en tête. Que ce soit en business, que ce soit dans la vie pro, dans la vie perso, observe ça. Observe quel est son objectif, quel est le mien. Et comme ça, tu pourras déjà avoir une sorte de balance, une sorte de manière d'évaluer si ce que tu fais est dans ton intérêt et si l'autre est vraiment généreux ou si c'est simplement de la manipulation. Et ça, il y a un outil particulièrement puissant pour l'observer. On en a parlé dans l'épisode 9. C'est d'observer les actes et ne pas observer les paroles. Parce que mentir, on peut le faire, mais les actes ne mentent pas. En conclusion, rappelle-toi l'importance des relations fortes. Déjoue les biais qui aveuglent les hommes, prends soin de ta réputation et désarme tes adversaires avec le plus charmant des outils. Maintenant, je t'invite à noter le podcast 5 étoiles sur iTunes pour nous permettre de faire découvrir le pouvoir et l'influence à plein d'autres personnes. Parle-en aussi à un ami qui aime les podcasts, qui est intéressé par les dynamiques sociales. Et moi, je te retrouve comme d'habitude dimanche prochain à 10h30. Bye.